Bonsoir à tous. Après la phase aller de la saison 2023-2024, qui s'est terminée mercredi à Montpellier sur un score nul et vierge d'un but partout, avec un but de Fayad côté Montpellier et un but de Veretout côté Marseille, où j'aurais aimé vraiment qu'on s'impose et qu'on finisse de la bonne manière et qu'on soit dans le top 5, parce que là nous sommes dans le top 6. Pablo Longoria, jeudi dernier, a dressé son bilan, donc il y a 72 heures, son bilan face à la presse de la première partie de saison de l'Olympique de Marseille, notamment avec les incidents du mois de septembre avec le cas Marcelinho, l'arrivée de Gattuso et tout ce qu'il peut apporter, ce qu'il a apporté depuis son arrivée. Et il a fait le point sur tout ça. Il a démarré cette conférence de presse par dire que ça sera une conférence de presse pas comme d'habitude, parce que ça sera sans limite de questions, sans limite de temps, et les journalistes auront le droit de poser tout ce qu'ils veulent pendant le temps qu'ils veulent. Donc il nous dit que ça sera une conférence de presse sans limite de questions, sans limite de temps. On est revenu dans la course pour notre objectif de finir dans les 4 premiers et d'aller chercher la Ligue des Champions. On a toujours cherché à rester positif avec le staff et Gennaro Gattuso. On n'est pas encore dans le moyenne de 2 points par match comme on le voulait, parce que l'objectif clair et net de l'OM et de Pablo Longoria, c'est qu'à chaque match, on finisse avec 2 points par match. On n'est pas encore donc dans la moyenne. Il y a aussi le parcours européen. Je considère que c'est plutôt positif, même si on voulait se qualifier directement pour les huitièmes de finale, on doit donner de la continuité et rester positif. Donc qu'est-ce que je peux donner comme avis sur cette première déclaration? Donc concernant la conférence de presse sans limite de temps, sans limite de questions, je ne dis rien. Concernant le fait qu'il dit qu'on est revenu dans la course pour finir dans les 4 premiers et accrocher la Ligue des Champions, je suis en demi-teinte parce que je trouve que là, l'objectif de Pablo Longoria, c'est clair, il veut que l'OM vise à accrocher la Ligue des Champions numéro 1 pour la fin de saison, mais si l'OM finit quatrième, il restera positif et il dira que c'est bien. Ça, je ne suis pas d'accord avec Pablo Longoria. L'Olympique de Marseille doit vite se réveiller et se sortir les doigts du cul en deuxième partie de saison après les fêtes de fin d'année, faire de meilleurs matchs, de meilleures performances, de ne pas se croire trop beau, de savoir gérer les matchs et de finir deuxième. Peut-être dans les saisons à venir, dans les années à venir, on visera peut-être encore plus haut, à finir peut-être leader, mais l'objectif clair, net et précis de l'OM, c'est rien d'autre, c'est la Ligue des Champions, phase de poule et deuxième place. C'est pas de finir dans les 4 premiers, de jouer les tours préliminaires de Ligue des Champions et de se faire encore éliminer par une équipe inférieure à nous, ou de jouer quatrième et de rejouer comme cette saison l'Europa League. C'est clair, net, ce qu'il aurait dû dire, c'est on est revenu dans la course pour nos objectifs de finir deuxième de Ligue 1, pour jouer directement les phases de poule de Ligue des Champions. Oui, on doit finir dans l'Europe, on doit finir dans les places européennes, c'est clair, net et précis, il n'y a aucune négociation. On doit finir dans les 4 premiers, mais ce qu'il faut qu'on finisse, c'est deuxième. Rien d'autre. Pas de jouer des tours préliminaires de Ligue des Champions, pas de jouer l'Europa League, c'est la Ligue des Champions direct. C'est ça ce qu'il aurait dû dire. Pas de finir dans les 4 premiers, parce que ça veut dire que si on finit quatrième, c'est très bien, c'est positif. Direction la saison prochaine. Non. Quand on est l'OM, on doit viser le haut de l'Europe, le haut de la compétition qu'on jouera, et ça sera le finir deuxième. Ensuite, concernant le fait qu'il y aura beaucoup de joueurs absents pendant la CAN, concernant le choix de Marcelinho, de son départ précipité et prématuré, le cas Tudor, il a fait un point sur tout ça. Donc il nous dit, je crois qu'une des plus grosses erreurs a été de ne pas analyser la difficulté de changer de méthodologie en passant du marquage individuel de Igor Tudor à Marcelinho. On n'avait pas analysé cette difficulté. Le recrutement, on le juge à la fin de la saison, surtout la stabilité du club cette saison. Pour la gestion de la CAN, 70 joueurs du championnat français vont être sélectionnés. Il faudra que les dirigeants du football français aient une réflexion là-dessus. Mais l'OM est attractif sur le marché africain et ça sera dommage de ne pas en profiter. Alors, concernant le fait que l'OM a fait une très grosse erreur pendant ce mercato, de ne pas analyser la difficulté que l'OM va rencontrer
à la suite de départ de Tudor et de passer à Marcelinho comme ça d'un seul coup, sans rien regarder, sans rien analyser, sans rien changer, enfin, il l'avoue que l'OM a fait une très grosse erreur en recrutant Marcelinho précipitamment et ce que l'OM est, la stabilité que l'OM est là, c'est dû au fait de l'arrivée de Marcelinho. C'est ce que déclare Pablo Longoria. Enfin, il réagit qu'il a fait une très grosse erreur et que l'état actuel de l'OM, c'est de sa faute. Enfin, il réagit. Donc, la prochaine fois que l'OM envisage de changer de coach, ils doivent prendre leur temps, se dépêcher tout de même pour avoir un coach et tout ce qu'il faut pour le début de saison. Mais il faut prendre le temps et surtout quand tu envisages de recruter un coach, il faut analyser tout ce qui fait le coach et tout ce qu'il fait, est-ce que ça va apporter de bien à l'OM ou est-ce que ça va les rendre complexes et compliqués. Parce que là, à la suite de la démission d'Igor Tudor, que le Pablo Longoria a accepté, il n'a rien analysé, il n'a rien changé, il est passé tout de suite à Marcelinho. Et ensuite, il a raison sur la gestion de la CAN. Oui, il faudra que lui-même, les dirigeants de l'OM et les dirigeants de tout autre club, travaillent et essaient de vite analyser et bien rechercher tout ce qu'il faut mettre pour compenser les absences de plus de 70 joueurs qui partiront à la CAN au mois de janvier à la reprise après les fêtes de fin d'année. Ensuite, concernant le début de saison et la fin de saison et le problème que l'OM rencontre surtout au niveau défensif. Donc dans la société, on pense toujours au dernier événement, mais si on pense au début de saison avec tous les changements au club, renverser la tendance est positif, optimiste, ce n'est pas le mot, mais positif. Je considère qu'on a un bon effectif avec des joueurs de qualité, on a gagné en sécurité défensive, et ça c'est faux. Oui, on a recruté des joueurs qui peuvent apporter beaucoup en bloc défensif cette saison et pour les saisons à venir à l'OM. Déjà, il faut leur faire confiance, il faut les faire progresser, leur laisser le temps pour qu'ils vraiment chaque saison, chaque année de contrat, ils peuvent apporter du bien à l'OM. Et l'OM n'a pas amené de sécurité défensive. A amené un bloc défensif compact qui peut apporter du bien à l'OM, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été amené en sécurité défensive. L'OM est toujours en fébrilité défensive depuis l'entame de cette saison. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ensuite, il faut régler des détails. Les buts encaissés sur les corners au premier poteau, par exemple. Quand ce sont que des détails à régler, je reste positif. Oui, ça ne sont que des détails à régler. Mais ce sont des très gros détails à régler. Et tu ne peux pas dire qu'on a gagné en sécurité défensive ou que vous avez ramené de la sécurité défensive. Quand on parle de certains joueurs qu'on a en défense, oui, on peut dire sécurité défensive. Mais tous les buts encaissés sur corner, c'est dû à une très forte fébrilité défensive que l'OM doit vite changer. Donc le fait que Pablo Longoria dit on a une bonne sécurité défensive, on a des bons joueurs défensifs et on a ramené de la sécurité, c'est faux. L'OM a du mal en défense, l'OM a une grosse fébrilité, il faut le prendre en compte, il faut changer les choses. Et il ne faut pas les considérer à la légère et de dire ce sont des simples petits détails. Ensuite, sur l'évolution du football. Il nous dit le football évolue tous les 4 à 5 ans. Se mettre en position de maintenir un style de jeu sur le long terme qui définisse un club, ça me paraît compliqué. Oui, on ne peut pas voir le futur. On ne peut pas ce qui peut arriver le lendemain. Demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne peut pas voir ce qui peut se passer dans 3 semaines. Mais il faut l'envisager. Il faut essayer de construire, de voir que si on met le football et on met en position de maintenir un style de jeu sur le long terme, il faut le tenter. Il faut voir ce qui peut changer pour que ça se fasse. Il ne faut pas dire le football évolue tous les 4-5 ans et on ne peut pas le mettre en plus long terme parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, on ne sait pas ce qui va se passer dans 3, 4 à 5 ans. Mais il faut l'envisager. Il faut le mettre en number one. Il faut essayer de le tenter. Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant d'instabilité? Avec Igor Tudor, on voulait être compétitif en Europe, donc en Ligue des Champions, et en championnat. On pensait qu'un jeu physique, ça serait bien, mais le système et ce type de football d'Igor, de Gasperini, de Juric, ça dépense beaucoup d'énergie et c'est difficile d'avoir de la continuité. Mais on le voulait. Mais on voulait limiter l'impact des contre-attaques. On a vécu beaucoup de matchs comme ça la saison dernière. On voulait plus d'organisation collective pour aller vers nos objectifs. Je crois que le travail défensif de Marcelinho était bon. On a voulu donner de la continuité avec Gattuso et son style.
mais il n'a pas encore eu une semaine de travail pleine. Il a renoncé à son système de jeu pour s'adapter. C'est important, je crois qu'on verra un OM plus adapté au credo footballistique de Gattuso. On cherche de la stabilité défensive, on cherche à jouer vertical, à avoir la possession de le camp adverse, mais en France, le physique est très important. Voilà. Ensuite, sur qu'est-ce que peut apporter Mehdi Benassia à l'OM et pourquoi l'avoir choisi. On a regretté la décision du départ et du souhait de Javier Ribalta de s'en aller, de quitter son poste de l'Olympique de Marseille, parce que l'OM et Pablo Longoria le considéraient comme un des meilleurs en Europe. L'arrivée de Mehdi Benassia est important. Il est différent de Javier, mais je crois que ça rentre dans l'évolution de ce qu'on veut faire avec notre groupe de travail. Quand Mehdi donne un conseil à un joueur, ce n'est pas la même chose quand tu écoutes Mehdi ou Gennaro Gattuso ou quand tu écoutes Pablo Longoria. Je n'ai jamais été sur un terrain de ma vie. Donc en gros, il dit que Benny Benassia va apporter à 1000% du bien à l'OM, au club, au mode direction et aussi au mode terrain des joueurs. Ensuite, concernant le choix que Gennaro Gattuso a fait d'accepter le projet de l'OM actuel pour s'engager à l'Olympique de Marseille. Ce n'était pas simple pour Gennaro Gattuso d'accepter le projet. On est très content de son travail. On est conscient du fait qu'il n'a pas pu travailler parce qu'on joue tous les 3 jours. Mais je mets en évidence son intelligence, sa capacité d'adaptation. Son arrivée nous a apporté beaucoup d'énergie au club et aux joueurs. Enfin, une déclaration, je suis totalement d'accord. Ensuite, concernant la création d'un groupe de travail et des échanges depuis l'arrivée de Gattuso et de certains nouveaux joueurs. On a créé un groupe de travail et les échanges sont très bons. On prend des décisions. Tu dois écouter beaucoup de gens. Pour le mercato, ce n'est pas pareil de recruter pour le 3-5-2 ou pour le 4-3-3 de Gattuso. Son ADN, son créneau. On est court à certains postes, comme celui d'arrière gauche. Il faut aussi considérer notre situation au mois de janvier avec la CAN, jusqu'au mois mi-février, et aussi compenser la blessure de Valentin Rongier. Alors oui, il faut compenser la blessure de Valentin Rongier. Il faut renforcer un petit peu le milieu pour dire d'oublier entre guillemets la blessure de Valentin Rongier et qu'on ait des solutions en cas de carton rouge ou justement en cas de blessure, qu'il faut aussi compenser les absences dues à la CAN jusqu'à au moins mi-février et qu'il faut aussi renforcer le poste d'arrière gauche parce qu'on est dans le trou. Ensuite, il a notamment parlé du mercato d'hiver qui y arrive et de la décision de la DNCG notamment de du bilan économique et l'exercice économique de l'OM. Le mercato a besoin de préparation, c'est normal. Là, il a tout à fait raison. Il faut préparer, il faut voir où il faut changer, etc. Le mercato a besoin d'être préparé. Dans les premières conversations, on a cherché la polyvalence de pouvoir s'adapter à certaines positions. Les ailiers pour le 4-3-3 par exemple, on n'a pas d'ailier droit qui rentre vers l'intérieur par exemple. C'est le cas de Payet, bordel de merde. Ton choix de se séparer de Dimitri Payet et que là on est sans ailier qui rentre vers l'intérieur, c'est de ta faute. Je suis désolé mais c'est de ta faute. Payet, lui, rentre à l'intérieur, apporte bien au niveau offensif de l'OM, au niveau ailier de l'OM. Ton choix de s'en séparer, c'est inacceptable et irresponsable. Et il va falloir, si tu ne fais pas revenir Payet, il faudra laisser le temps, les années, les saisons, pour que Correa revienne à sa force d'avant, sa force d'aptitude physique avant, et là il apportera du bien au niveau ailier droit qui rentre vers l'intérieur, par exemple. Sur la situation plus sportive mais économique du club, il y a des concepts importants et je vais être transparent sur la décision de la DNCG. Au niveau de la trésorerie, on est confortable. Au niveau du bilan économique, on est obligé de vendre. Non, on n'est pas obligé de vendre. La situation peut nous permettre d'avoir un exercice économique proche de celui de la saison dernière. Concernant le mercato, on doit être réaliste et savoir comment on va finir la saison en Ligue des Champions ou non. On a déjà un effectif avec une masse salariale plus ou moins en Ligue des Champions. On va perdre entre 7 et 8 joueurs pour la CAN. Recruter 6 joueurs cet hiver serait irresponsable et on ne le fera pas, mais on est à l'écoute sur le mercato pour libérer de la masse salariale. On a des actifs de valeur, prendre des joueurs en prêt est peut-être un choix, mais investir sur des joueurs peut se faire si on libère la masse salariale. Il faudra arrêter de trouver des excuses, de nous faire de grands choix, de nous faire prévoir un grand avenir si au final on n'a pas de continuité, d'avancée pour la suite, quoi.
Parce que là, on nous dit investir sur les joueurs. Non. Vous investissez pas sur les joueurs. Vous investissez pour ça, pas pour la suite. Vous ne disiez pas, ouais, on va investir sur ça, comme ça va apporter du bien à l'OM, ça va les faire progresser. Non. Vous investissez juste pour faire acte de présence, apporter quelques trucs pendant une saison ou quelques matchs, et basta, fini. Faut investir dans la continuité, dans la durée. Ensuite, sur l'histoire de la Super League, sur la position de l'OM concernant la Super League. Donc la position de l'OM par rapport à la Super League, cette décision d'aujourd'hui pousse au dialogue. Avoir des compétitions à droite ou à gauche, c'est la catastrophe. Il faut que tout le monde soit ensemble et se parle. Ce n'est pas le moment de la division pour le football. Créer différentes compétitions européennes va créer des difficultés. J'appelle à l'unité et aller vers la même direction pour le football européen. Donc il est contre la création et l'arrivée de la Super League. Et moi, je suis contre également. Ça va apporter beaucoup de fatigue, il va y avoir encore plus de blessures, encore plus de joueurs pas bien. Parce que entre l'enchaînement des matchs tous les 3 jours avec la Coupe de France, l'enchaînement des matchs avec la Ligue des Champions, ou l'Europa League, ou la Conference League, ça va pas aller. Et là, si on rajoute une compétition en plus qui va rentrer dans le programme des joueurs, physique et mental des joueurs, ça va être la catastrophe. On va avoir des équipes fortement remaniées, mais à un point irresponsable. Les équipes vont avoir du mal à jouer parce que tous les joueurs seront rincés parce qu'ils auront joué tous les 3 jours avec la Coupe de France, avec les compétitions Ligue des Champions, Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence. Et en plus, vous voulez rajouter la Super League, bah là, vous allez tuer les joueurs. Et ça sera la suppression du football. Donc je dis non à la Super League. Ensuite, sur le poste d'attaquant au mercato. Vitinha, Aubameyang, Ndiaye, Correa, etc. Je considère que le mercato doit être adapté à l'entraîneur et ça, je suis très furieux. Donc en fait, si on fait le point sur ce que vient de dire Pablo Longoria, je considère que le mercato doit être adapté à l'entraîneur. Non. Jamais de la vie, le mercato doit être adapté à l'entraîneur. Si moi, un jour, je suis président d'un club, je donne mon avis à mon coach, au coach de mon club, je propose les choses, je montre ce que je veux apporter à l'OM, ce que je veux faire pendant le mercato, mais à aucun moment, ça sera le choix de l'entraîneur qui sera considéré en number one. Vraiment. Parce que si, par exemple, sur le choix de Payet, Tudor est parti, ça ne marchait pas trop, il jouait quelques matchs, mais ça ne marchait pas trop. Tudor est parti, Marcelinho est arrivé, ça n'allait pas marcher non plus. Donc Pablo Longoria a dit, ça marche pas avec Tudor, ça marche pas avec Marcelinho, il s'en va. Et au final, Marcelinho, au bout de 6 matchs, est parti. Donc Payet aurait pu rester parce que je pense, et selon ce qu'avait dit Gennaro Gattuso, je pense que ça aurait pu marcher, il aurait pu apporter beaucoup de choses à Gattuso et à l'OM Dimitri Payet. Donc en fait, si on a une liste de 6 joueurs qu'on piste, qui peut apporter tout ce que l'OM manque, tout ce qui manque à l'OM, on a une liste de 6 joueurs, les 6 peuvent apporter à l'OM, et que ces 6 ne conviennent pas avec le coach, bah tant pis si ça aurait pu apporter du bien à l'OM, si ça ne fonctionne pas avec le coach, on prend pas. Bah non. Il faut toujours considérer 2 positions. Une position où on considère le bien de l'équipe, le bien de la progression de l'équipe, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe. Si ça apporte du bien, on le recrute. Et on voit par la suite. Et en numéro 2, on en parle au coach, on propose au coach, on montre au coach, mais toujours en number one, c'est le choix du président et à jamais mettre le mercato au choix de l'entraîneur. Là, si c'est ça, imaginons Vitinha, ça marche pas avec Gattuso, on le dégage. Kondogbia, ça marche pas avec Gattuso, on le dégage. Non. Là, si c'est ça, on va avoir des équipes régressées parce que ça marchera pas avec le coach. Il faut que ça marche toujours avec la qualité et l'efficacité des équipes. Ensuite, j'ai confiance en tous nos joueurs offensifs. Iliman Ndiaye a progressé dans les 2 derniers matchs. Je crois que c'est sa position. Je dois aussi dire que le système dans lequel Correa a le plus joué dans sa carrière, c'est le 3-5-2. Et il y a aussi Harit et Sarr qui ont joué à ce poste avec Watford. Ensuite, concernant le choix de l'OM concernant Luis Enrique, est-ce qu'on va le voir un jour jouer à l'OM, sous Gattuso, sous un autre coach? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne va pas revenir? Luis Enrique est toujours considéré important par l'Olympique de Marseille. Il est convoqué pour la reprise au mois de janvier après les fêtes de fin d'année. Donc on va le revoir à l'entraînement le 29 décembre. On a déjà refusé des offres des clubs brésiliens.
qui savent que c'est la fin du prix de Luis Enrique à Botafogo, qu'il va revenir à l'OM. Ils veulent le recruter d'entrée avant qu'il ne revienne à l'OM. L'OM a refusé des offres de plusieurs clubs brésiliens. 2 clubs ont un intérêt officiel, 8 clubs brésiliens et 2 clubs européens sont venus aussi au renseignement et ont proposé des offres. L'OM l'a refusé, et si on peut se créer du budget avec un transfert de Luis Enrique, pourquoi pas. Mais l'avenir avec nous peut aussi nous donner des satisfactions. Donc De Tinte, encore une fois, il montre que l'argent c'est sa priorité, que c'est pas la progression de l'équipe, la progression du joueur. C'est que si ça peut apporter du budget et de l'argent à l'OM, on peut le vendre. Mais derrière, il nous déclare que si ça peut donner des satisfactions sportives à l'OM, on le conservera. Et moi, je trouve qu'on peut le conserver parce qu'il apportera un grand bien à l'OM. C'est pas le Luis Enrique qu'on a connu il y a quelques années. Ensuite, concernant tout ce qui s'est passé au mois de septembre avec les tensions avec les supporters, les chants injurieux, les menaces, le départ de Marcelinho, de Javier Ribalta. Donc septembre, c'était un moment compliqué, on en a déjà trop discuté, trop parlé, c'est difficile. En ce moment, j'ai beaucoup d'énergie et d'ambition. L'arrivée de Mehdi Benassia nous a donné beaucoup d'énergie et celle de Gattuso aussi. Alors, Pablo Longoria, en fin de conférence de presse, avant de parler de soi-disant l'envie et la confiance que Franck McCourt donne à l'OM et à Longoria, plusieurs journalistes sportifs, plusieurs journaux sportifs ont déclaré après la conférence de presse, ou pendant la conférence de presse, que Pablo Longoria avait dit que l'OM voulait jouer la Super League quand elle sera créée. Alors que je vous ai annoncé juste avant que Pablo Longoria est contre, qu'il ne faut pas rajouter de compétition, qu'il faut que ça va tout dans le même sens pour le bien du football moderne et aussi pour l'européen. Donc il a déclaré que c'est faux, qu'il tient complètement et sérieusement à nier toutes ces rumeurs de journalistes, de journaux sportifs qui disent que Pablo Longoria veut que l'OM joue la Super League. C'est faux, c'est complètement faux. Pablo Longoria a déclaré qu'il ne faut pas rajouter la Super League et qu'il faut aller tous dans le même chemin pour le bien du football et des joueurs, et que l'OM est contre la création de la Super League, et si elle est créée, l'OM ne la jouera pas. Et ensuite, sur Franck McCourt, donc il tient à remercier pour sa confiance qu'il nous donne, même s'il n'a pas tant de venir souvent, c'est parce qu'il nous fait confiance aussi, pour ce qu'il est dans sa gestion du club, chaque semaine avec lui, ses équipes et le conseil de surveillance. On discute 3 ou 4 heures par semaine, c'est plutôt comme niveau d'engagement. Ensuite, concernant la CAN, au mois de janvier jusqu'à mi-février, et la blessure de Valentin Rongier. Et aussi celle de Joaquin Correa. A-t-on besoin pour 1 mois et demi d'améliorer la situation? Oui. Mais pas que pour nous. Mais oui, on a une nécessité à court terme de réduire l'impact des 2 blessures et des absences dues à la CAN. On aurait un calendrier plus souple, mais ça serait une erreur de faire un recrutement pour 6 semaines, une erreur massive, sinon on va finir avec un effectif de plus de 26 joueurs. Il faut trouver l'équilibre, on doit chercher à limiter l'impact des blessures et de la CAN. Ensuite, concernant l'avenir de François-Régis Maury, qui a prolongé jusqu'en 2028 avec l'OM. On voulait améliorer ses conditions de salaire et on a augmenté son salaire et on l'a prolongé. La situation de Pape Gueye n'est pas normale dans le football, je n'aime pas les joueurs en fin de contrat, mais il attend sa sanction depuis le premier jour et ça a pesé dans sa progression. On a fait une offre de prolongation à Pape Gueye, oui, mais on va en refaire une cette semaine. Oui, mais c'est particulier, il ne pouvait pas être transféré, on veut continuer les négociations pour qu'il reste et qu'il prolonge. Ensuite, concernant Benassia et la relation Benassia-Aubameyang. Aubameyang, quand on le voyait aux entraînements, savait que ça allait arriver. On doit être froid comme dirigeant dans les évaluations. C'est pour ça que je veux attendre la fin de saison pour les juger. Il faut aussi être réfléchi et dire en interne qu'on attend plus de X ou X joueurs. Et enfin, sur la ligue fermée, sur la création d'une ligue fermée. Donc une ligue fermée, ce n'est pas le football. On fait le football pour l'invertitude, c'est le mode du sport. On fait le sport pour ça. La ligue fermée ne serait pas le football européen.